Merci Antoine. Merci Antoine et bienvenue à tous à ce webinaire bien particulier sur le thème de l'intersection entre Agile et le Change Management. En effet, nous estimons qu'il y a beaucoup de connexions entre le volet humain du changement, qui fait l'objet du Change Management, et cette nouvelle approche itérative de développement. Bon, je ne sais pas qu'il y a un écho. Bon, ce que nous allons faire maintenant, nous allons utiliser des éléments de la recherche et mettre en évidence des approches pour mieux intégrer le volet humain du changement dans vos efforts de développement basés sur Agile. Avant de commencer cela, j'aimerais vous poser une petite question. J'aimerais faire une enquête que nous allons faire apparaître à l'écran. En fait, j'aimerais pouvoir évaluer, savoir où vous en êtes, point de vue de votre compréhension du change management et d'Agile. Donc, c'est-à-dire que vous avez ici 4 possibilités. Qu'en est-il pour vous individuellement? Première possibilité, vous avez peu de compréhension du change management et également peu de compréhension d'Agile. Deuxième possibilité, peu de compréhension du change management également, mais une bonne compréhension d'Agile. Troisième possibilité, vous avez une bonne compréhension du change management, mais pas vraiment d'Agile. Et la troisième, vous avez une bonne compréhension à la fois du change management et d'Agile. Je vous invite à prendre quelques secondes pour inscrire votre vote, si je puis dire. Voilà, encore 2-3 secondes. Ok, maintenant nous allons regarder les résultats de quoi le groupe est composé. On voit peu de compréhension du change management et peu de compréhension d'Agile, 4% des participants. Peu de compréhension du change management, mais bonne compréhension d'Agile, 4% également. Je vois ici bonne compréhension du change management et peu de compréhension d'Agile, 75% des participants. Donc là, une grosse majorité. Et environ 25% qui ont une bonne compréhension du change management et également une bonne compréhension d'Agile. Donc on voit que un très grand nombre des participants ici sont déjà très familiarisés au change management, certains d'entre eux même également Agile. Donc, on va avoir une session certainement pour des spécialistes en change management. Mais avant cela, j'ai quand même une autre question que j'aimerais vous soumettre. La première était par rapport à vous-même individuellement. Mais maintenant, j'aimerais savoir ce qui en est du niveau de compréhension de votre entreprise par rapport au change management et Agile. De nouveau, première option, peu de compréhension du change management et peu d'Agile. Deuxième, peu de compréhension du change management mais bonne d'Agile. Troisième, la bonne compréhension du change management, mais pas de compréhension d'Agile. Et quatrième, bonne compréhension du change management et d'Agile. Ici, c'est au niveau de votre entreprise. Prenez donc quelques secondes pour répondre à cette enquête. Voilà. Nous pouvons regarder les résultats. Je lis peu de compréhension du change management et d'Agile, 42% des entreprises. Donc là, une différence très nette par rapport à vous, participants en tant qu'individu. Peu de compréhension du change management et bonne compréhension d'Agile, 13%. Bonne compréhension du change management et peu d'Agile, 39%. Et bonne compréhension du change management et d'Agile, 13%. Donc, on voit que la distribution au niveau des entreprises est relativement différente, probablement moins de compréhension d'Agile et du change management. Donc, nous voyons aussi où nous en sommes en termes de compréhension d'Agile en tant que méthode itérative de développement et du change management en tant que discipline visant à l'adoption et l'utilisation des changements que nous introduisons. Alors, entrons dans le sujet. En voyant ce que nous allons parcourir aujourd'hui. On prendra quelques minutes pour découvrir ou redécouvrir les fondements d'Agile et les fondements du change management.
Je me tournerai ensuite vers la recherche effectuée par ProSci concernant le change management dans Agile et également le change management vers Agile. On va y revenir. Et puis, la grosse majorité de l'heure sera consacrée à étudier l'intégration avec l'intégration d'Agile avec la méthode de change management ProSci. Plus précisément, on regardera ce que ça veut dire en termes d'approche de change management, par rapport au modèle ADKAR, par rapport aux 5 leviers du change management, également par rapport au rôle de change management. Donc, entrons dans le sujet par les fondements. Je vais commencer par ce que j'appelle la proposition de valeur commune, qu'on utilise très souvent dans les fondements du change management. Chaque fois que nous mettons en œuvre un changement, il y a un volet technique en haut qui consiste à concevoir, développer et livrer une solution par rapport aux problèmes ou aux opportunités business que nous rencontrons. Mais à cela, nous devons ajouter le volet humain du changement en bas, qui consiste à ce que cette bonne solution, quelle que soit sa nature, sa taille, la méthode adoptée pour la développer, qu'elle soit acceptée, adoptée et utilisée par les collaborateurs. Et c'est seulement lorsque ces deux volets sont efficaces que nous obtenons les résultats et effets attendus. Ça, c'est la proposition de valeur commune, c'est comment le changement se fait. Nous allons voir comment ça fonctionne en Agile. Et ici, je vais soutenir que cette proposition de valeur commune reste valable. Il y a toujours un volet technique qui conçoit, qui développe et livre la solution, bien sûr, sur base d'une nouvelle approche. Et il y a toujours un volet humain, car la solution doit être acceptée, adoptée et utilisée. Mais ce qui change, c'est qu'au lieu d'avoir un seul mouvement au travers d'un état de transition vers un état futur, nous allons plutôt prendre une approche itérative. Nous allons évoluer de façon itérative au travers d'états de transition et futurs, release après release, tout au long de notre effort agile. Donc, la proposition de valeur commune reste vraie. Il y a toujours un volet technique et un volet humain, mais les états de transition sont différents. Nous pensons souvent le changement d'un point de vue organisationnel, à 10 000 pieds d'altitude. On va parler d'une implémentation SAP, d'un déploiement d'Office 365, d'une fusion, acquisition, un nouveau produit, un nouveau marché. Mais la réalité du changement, c'est ce qui se passe au niveau individuel. Ce sont les individus qui doivent, à partir de leur propre état actuel, aller au travers de leur propre état de transition vers leur propre état futur. Et la triste réalité du changement est que nous en perdons en cours de route. Certains ne quittent même pas leur état actuel et ne s'engagent pas dans la transition, affirmant que c'est la façon dont on a toujours fonctionné. Et pire encore, certains iront jusqu'à l'état futur, mais retourneront à l'ancienne façon de travailler parce que c'est notre tendance naturelle, physiologique et psychologique à retourner vers ce que nous connaissons en situation de changement. Donc, le changement organisationnel est en fait la combinaison de changements individuels et voyons ce que ça veut dire en agile. Et ici aussi, je vais soutenir que ça reste tout à fait vrai. Maintenant que nous avons basculé vers une approche itérative des états de transition futurs, la réalité du changement est que ça se passe toujours au niveau individuel. Bien sûr, chacun doit sortir de son état actuel et devra aller au travers de ces cycles itératifs, des états de transition, si nous voulons que le changement produise ce que nous attendons. Que ce soit dans le mode traditionnel en cascade ou de façon itérative en agile, le succès de l'organisation sera le résultat des efforts combinés de chaque individu. Le change management a donc toute sa place en développement agile. On le voit donc de nouveau toujours au niveau individuel. Commençons donc maintenant à explorer la discipline agile. En fait, l'idée de gestion itérative de projet circule déjà depuis des décennies. Ça va faire 40 ans depuis que certains projets ont commencé à adopter des éléments itératifs. Mais c'est en 2001 qu'un groupe de développeurs de logiciels se sont réunis à Snowbird, dans l'Utah, aux États-Unis, pour commencer à élaborer une nouvelle approche de développement de logiciels. Leur but, c'était de découvrir de meilleures façons de développer des logiciels en le faisant et en aidant les autres à le faire. C'est ce qu'on appelle l'alliance agile.
the Agile Alliance. L'Alliance Agile, c'était en fait 17 développeurs de logiciels qui se sont réunis à Snowbird pour décrire les valeurs et les principes d'Agile en 2001. Et ils les ont publiés dans ce qu'on appelle le manifeste Agile. Alors voyons dans ce manifeste ce qu'on y trouve et on va constater que Agile et le Change Management ne sont pas très différents l'un de l'autre. Ils partagent bon nombre de valeurs et de principes. Voici les 4 valeurs qu'on trouve documentées dans le manifeste Agile. Et je vais soutenir qu'il y a une valeur du Change Management parallèle à chacune d'elles. Commençons par la valeur numéro 1 qui est les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Eh bien, le parallèle avec le change management, c'est que ce sont les transitions individuelles plutôt que les conceptions de solutions qui provoquent les résultats et les effets du changement. Les solutions doivent être là, certes, mais c'est seulement avec leur adoption et utilisation que le changement prend vie. La valeur numéro 2, un logiciel qui fonctionne plutôt qu'une documentation exhaustive. Eh bien, en change management, nous avons la même perspective. En change management, c'est l'adoption et l'utilisation qui comblent l'écart entre solution et résultat. Sans adoption et utilisation, nous créons juste une solution, mais c'est uniquement par l'adoption et l'utilisation que nous obtenons les résultats. La valeur numéro 3 du manifeste Agile, c'est la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Et dans notre parallèle en change management, nous disons c'est les impacts individuels qui doivent être identifiés et gérés. Nous utilisons un modèle qui considère 10 aspects du travail d'une personne que votre changement peut modifier ou pas. Ça peut être leur processus, leur système, leurs outils, leur comportement critique, leur état d'esprit, leur rôle, leur lien hiérarchique, leur évaluation de performance, leur localisation. Et c'est le changement au niveau individuel que nous devons définir et gérer pour mener l'adoption et l'utilisation afin d'obtenir les résultats et effets du changement de façon semblable à la collaboration avec le client plutôt que la négociation du contrat. La valeur numéro 4, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Que disons-nous en change management? Ce sont les trajets de changement individuels qui constituent la clé pour les résultats au niveau de l'entreprise. Je veux dire, si des individus restent bloqués à l'étape de sensibilisation aux besoins de changement, c'est là que nous allons concentrer nos actions. S'ils sont bloqués dans l'étape de développement de leur aptitude à appliquer le changement, c'est là que nous allons nous focaliser. Nous répondons aux transitions individuelles plutôt que de suivre les prescriptions d'un plan pour mener l'adoption et l'utilisation. Nous voyons donc qu'il y a peu de différences. Nous avons également établi un parallèle avec les 12 principes du développement agile. Alors ici, pour des raisons de temps, nous n'avons qu'une heure, je ne vais pas les parcourir un à un. Ceci fera en fait l'objet de notre journée approfondie sur le sujet organisée le 9 mars, comme l'a dit Antoine. À ce moment-là, nous aurons donc bien sûr une journée entière et nous reprendrons les 12 principes du développement agile et nous établirons un parallèle avec le change management. Et le parallèle que nous faisons ne se fait pas uniquement au niveau des valeurs. On voit donc que pour chaque principe, ou au moins, disons, 10 parmi les 12 pour être correct, nous avons au moins un principe parallèle en change management. Donc, ce qu'on peut établir ici, c'est que le change management et agile sont idéalement positionnés pour fonctionner et s'intégrer efficacement afin de fournir plus de valeur dans leur intersection. Nous allons voir alors comment on va les mettre ensemble. Le point de départ de ceci, ça va être la recherche faite par ProSci à ce propos. Donc, c'est une étude qui a été menée par ProSci fin 2016 pour explorer comment le change management fonctionne en développement agile. L'objectif de cette recherche, c'était d'apprendre comment le volet humain peut être géré plus efficacement en contexte agile. Et je vais préciser, ça va être utile pour la suite de la discussion ici, je vais préciser que la recherche faite par ProSci couvre en fait 2 parties distinctes. La première partie étudie ce qu'on appelle le change management dans Agile. Ce que je veux dire ici, c'est l'exploration de la question
comment adoptons-nous et comment ajustons-nous les pratiques de conduite de changement lorsque nous sommes dans un projet itératif qui utilise une méthodologie agile. Nous savons que le sponsorship sera crucial, mais que seront précisément les différences? Nous savons que l'implication des managers sera cruciale, mais quelles seront les différences? La seconde partie de l'étude se concentre sur la migration systématique vers Agile. Lorsque nous déployons systématiquement une méthode Agile dans une entreprise, l'adoption et l'utilisation d'Agile doivent se produire pour que Agile puisse se positionner comme une méthode véritablement en pratique dans l'entreprise. Ainsi, on a une étude qui regarde le volet humain dans un projet Agile et le volet humain lorsqu'on évolue vers Agile. Quelques mots sur cette étude. Elle a regardé tous les types de projets pour lesquels on applique Agile. Et là, on a déjà une découverte assez intéressante. Bon, on sait bien que Agile vient du développement informatique, mais ce qu'on voit ici, c'est que Agile a été étendu. Il n'est plus limité à des projets informatiques. On voit qu'il est déjà utilisé dans une certaine mesure pour d'autres types de projets. J'aimerais me tourner vers vous et vous poser la question, en tout cas pour ceux qui utilisent déjà des méthodes agiles entièrement ou partiellement. Donc, on va vous présenter encore une petite enquête à l'écran. La question est, quel type de projet dans votre entreprise, quel type de projet utilise Agile? Et donc, vous avez les options suivantes. Est-ce que c'est uniquement les projets IT ou est-ce que c'est principalement les projets IT et puis quelques projets non informatiques? Est-ce que c'est de façon équivalente les projets informatiques et non informatiques? Ou alors est-ce que c'est même peu de projets informatiques et principalement du non-IT? Ou alors est-ce que c'est uniquement des projets non informatiques qui appliquent Agile? Et vous pouvez bien sûr répondre que dans votre entreprise, vous n'utilisez pas Agile. Donc prenez quelques secondes pour répondre à cette enquête. Prenez encore quelques secondes. Eh bien, voyons les résultats. On voit que 22% des participants utilisent Agile uniquement dans des projets IT. La majorité, donc quasiment la moitié des participants, 47%, utilisent des projets Agile principalement en informatique, mais également pour quelques projets non informatiques. 13% pour IT et non-IT de façon équivalente, 0% pour peu d'IT ou pas d'IT, et 25% des participants n'utilisent pas Agile. Une correspondance que je trouve très intéressante, c'est que je lis la majorité, enfin le plus grand nombre, 47%, principalement IT et quelques non-IT. Regardez le résultat de la recherche de ProSci. Qu'est-ce qu'on voit en deuxième catégorie? Principalement IT et quelques non-IT. 47% également, la coïncidence est particulièrement frappante. Donc je pense qu'ici nous avons également un bon groupe de participants très représentatif. Continuons à explorer ce qu'il y a dans cette étude. Une autre vue intéressante qu'on y trouve, c'est que 28% des participants ont complètement adopté Agile, tandis que 72% sont en train d'incorporer des principes d'Agile dans leur approche actuelle en cascade. Donc, incorporer, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, ça peut être, vous connaissez probablement le principe des user stories en développement agile. Eh bien, ça peut être que on utilise des user stories, mais en continuant un développement en cascade, par exemple. Ou alors, avoir une connexion plus proche avec ceux qui seront affectés par le changement, ou encore des réunions fréquentes entre équipes. Donc, tous des principes d'agile qui peuvent être en partie appliqués dans un développement en type cascade, en type waterfall. Donc, moi, j'aime bien dire que quand on a des aspects de agile qui sont incorporés dans une approche waterfall, eh bien, on peut faire naître le terme wagile,
qui signifie donc une approche hybride, waterfall, agile. Eh bien oui, pour moi, ça existe, ça peut exister, ça a vraiment une valeur ajoutée. Nous allons vous poser encore une question semblable à ceci, donc encore une petite enquête où j'aimerais que vous décriviez votre adoption d'Agile, à savoir, première possibilité, vous faites partie des 28% dans l'étude, c'est-à-dire vous avez complètement adopté Agile, complètement et entièrement, ou alors, en deuxième possibilité, vous avez incorporé une grande partie d'Agile, disons plus des 2 tiers, ou troisième possibilité, vous avez incorporé moyennement Agile, entre 1 tiers et 2 tiers. Et quatrième possibilité, vous avez incorporé très peu d'Agile dans votre méthode, moins d'1 tiers. Ou alors, dernière possibilité, pas d'adoption d'Agile. De nouveau, prenez quelques secondes pour y répondre. Encore 1 ou 2 secondes pour répondre à cette enquête. Eh bien, voyons les résultats. 3% des participants à cette session ont complètement adopté Agile. 9% ont incorporé plus de 2 tiers, 29% 1 tiers à 2 tiers. Le plus grand nombre, 34%, ont adopté une petite partie d'Agile, moins d'1 tiers, et 31% des participants n'ont pas d'adoption d'Agile. Donc, nous voyons ici, tiens, chose intéressante, je vais faire 9 plus 29 plus 34 rapidement. Ça, je pense que ça fait 72% également. Et donc, ces comparaisons sont intéressantes. Et ça va nous montrer également quelque chose, un point que j'aimerais véritablement faire passer ici, c'est que les dogmatiques de chaque camp auront de moins en moins leur place dans la discussion. Lorsque vous incorporez des éléments d'Agile dans votre approche actuelle, certains pourraient rétorquer, certains pourraient vous dire non, Agile, c'est tout ou rien. Eh bien, nous voyons bien ici que Agile n'est pas tout ou rien. Nous aurons des bénéfices considérables à incorporer des éléments d'Agile dans la façon dont nous agissons sur nos projets. Ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. On voit ici sur le diagramme également des statistiques sur le pourcentage approximatif d'approches qui a incorporé une méthodologie agile. Autre dernière statistique sur les participants au rapport, participants à la recherche de ProSci. On voit que ce sont les banques et bureaux de conseil qui sont ceux qui ont le plus participé à la recherche. Et nous voyons aussi à droite une bonne distribution des tailles d'entreprise. 25% des participants venant d'entreprises de plus de 20 000 personnes et 25% venant d'entreprises de moins de 1 000 personnes. En ce qui concerne maintenant la structure de la recherche, on va rentrer donc véritablement dans le contenu. Elle est basée sur 10 domaines de la pratique du change management. Alors, nous allons ici partir des 7 principaux facteurs de succès. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. 7 principaux facteurs de succès basés sur 20 années de recherche. Quels sont-ils? Sponsorship actif et visible, approche structurée, ressources dédiées au change management, intégration des volets techniques et humains, communication ouverte et honnête, implication des managers et implication des collaborateurs. À cela, nous ajoutons 3 activités importantes que sont la formation, la gestion des résistances et le renforcement du changement. Et ainsi, nous obtenons 10 domaines de pratique. Et tous ces domaines de pratique sont importants et la recherche explore ce qu'Agile implique pour chacun d'eux, et cela suivant 3 axes. Quels sont les principaux défis rencontrés dans l'application du change management dans un environnement agile? Quelles adaptations ont été apportées à ce domaine de pratique dans un environnement agile? Et qu'est-ce qu'ils feraient différemment la fois suivante lorsqu'ils appliquent ce domaine de pratique dans leur environnement agile? C'est donc le retour d'expérience que nous allons utiliser pour donner vie à l'intégration entre Agile et le change management durant ce webinaire. Donc,
La question que nous allons aborder maintenant, sur base de ce que nous avons découvert dans cette recherche, c'est comment intégrons-nous le volet humain du changement et le développement itératif. Pour cela, je vais vous mener au travers de 4 composants importants. L'approche ADKAR, et puis ADKAR, qui est le modèle de changement individuel, les 5 leviers du change management et également les rôles en change management. Nous allons les parcourir un à un. Donc, on va commencer par l'approche dans Agile. La question donc est en quoi l'approche de change management est-elle différente dans un environnement agile par rapport à un environnement de développement en cascade? La première question va porter sur l'impact de la nature du développement agile sur le change management. Eh bien, le premier impact qui apparaît n'est pas une surprise. Le change management est devenu itératif. On voit ensuite les plans de change management sont devenus des documents vivants et le change management a demandé plus de travail au départ. On ne va pas lire la totalité de ce slide, ce sera plutôt pour la journée du 9 mars, mais je dirais tout d'abord, le change management doit devenir itératif et également les plans de change management doivent devenir des documents vivants. Ça peut être un défi pour nous, change managers, parce que nous adorons construire ce beau plan intégré de change management parfait qui fera office de référence tout au long du projet. Nous adorons ce beau plan de communication complet, mais dans un environnement agile, chacun de ces documents doit devenir un document vivant. Le troisième point que j'ai encerclé ici, je tiens véritablement à le mettre en évidence parce qu'il est particulièrement intéressant. Le change management a demandé plus de travail au départ. Ça, c'est un argument clé des dogmatiques d'Agile, que l'approche en cascade prend trop de temps en planning et qu'ensuite l'adaptation de ces plans prend trop de temps puisque de toute façon, tout va changer. Ça a tout son sens du côté technique du développement de la solution, certes, mais du point de vue du volet humain de la solution, en fait, nous devons faire plus de planning en amont, plus de travail de préparation pour s'assurer que nous sommes prêts à réagir et à pivoter quand les choses changent. Nous devons faire tout ce travail en amont pour pouvoir réagir lorsque les communications doivent être adaptées, pour pouvoir réagir quand les formations doivent être adaptées et lorsqu'il y a un impact tangible sur la façon dont les gens travaillent en fonction d'un release particulier pour être prêts à soutenir cet effort. Et lorsqu'on parle de sprint de 2 à 4 semaines, nous devons être tout à fait prêts à pivoter en fonction des changements. En ce qui concerne les principaux contributeurs de réussite dans un projet agile, eh bien, l'application précoce du change manager est critique. Et ça a particulièrement du sens après les résultats que nous venons de voir en slide précédent. Le change management devient véritablement itératif. Tout prend la forme de documents vivants et nous avons plus de travail de préparation en amont pour nous assurer que nous serons prêts à réagir aux demandes et besoins de changement. Lorsque nous avons dans une série de sprints où nous avançons avec des releases de 2, 4 ou 8 semaines, là, donc nous devons être connectés le plus tôt possible. Nous devons apporter l'adoption et l'utilisation dans les conversations le plus tôt possible, afin d'être le plus efficace possible pour mener l'adoption et l'utilisation dans chaque sprint. Alors, j'aimerais vous poser la question maintenant, en tout cas à ceux qui ont déjà expérimenté le développement agile. Vous avez une icône Converser, qui, suivant votre configuration, est soit en haut de l'écran, soit en bas de l'écran. Elle s'appelle Converser. Vous pouvez l'utiliser bien sûr à tout moment pour poser des questions. Et j'aimerais que vous l'utilisiez maintenant pour simplement entrer en quelques mots, en une petite phrase, quels ont été vos plus grands défis lors de la prise en compte de la nature itérative d'Agile dans votre travail de change management. Quels ont été vos plus grands défis lorsque vous avez commencé à faire du change management sur Agile? Donc, prenez quelques secondes pour rentrer cela par la fenêtre Converser et je vais pouvoir lire les témoignages que je reçois venant de vous. Alors, je lis timing. Tiens, non, ça, ce n'est pas étonnant. Dans le même ordre d'idées, je lis rythme rapide. Je lis encore mobiliser les ressources pendant des périodes régulières avec des intensités variables. Accepter le changement de méthodologie, ça c'est excellent. Adaptation constante.
Support de formation, grand besoin d'update à chaque développement, release, accepter de faire du rework, beaucoup de meetings formels, trouver du temps pour conduire le change management en plus des autres dossiers, clarifier les enjeux au fur et à mesure, les habitudes culturelles des personnes. On voit là des défis. Oui, je lis encore. Participation du product owner, ça c'est particulièrement intéressant. Définir les KPI, fatigue du changement. Voilà toute une série de défis que vous rencontrez dans vos situations réelles. Et en effet, j'en vois encore un qui apparaît, convaincre de passer d'une approche bimodale, waterfall agile, vers 80 à 100% agile. Et également, engagement de l'équipe projet. Oui, encore des témoignages intéressants. On voit les défis sont multiples, les défis sont nombreux. Très souvent, parce que nous ne savons pas encore précisément à quoi l'état futur ressemblera, nous sommes réticents à investir du temps et de l'énergie dans le volet humain du changement. Il y a une crainte d'adopter de la structure au volet humain lorsque nous agissons sur un volet technique moins structuré. Ça fait partie des difficultés que nous devons surmonter en tant que change manager. Agile, donc, apporte des défis importants, pas uniquement pour le change manager, mais pour toute l'organisation. On l'a vu dans quelques commentaires ici, l'équipe de projet, par exemple, parce que c'est différent de ce à quoi nous sommes habitués. C'est pour ça que nous devons gérer le changement vers Agile. Mais nous voyons qu'il y a des conséquences et des défis en termes de gestion, de calendrier, de clarté des rôles, de disponibilité des ressources, de rythme, définition et compréhension, et parfois des confusions à propos de qui fait quoi. Eh bien, en ce qui concerne ces principaux obstacles, voici ce qu'on trouve dans la recherche. En numéro 1, le manque de compréhension et d'appréciation du change management dans un contexte agile. En numéro 2, la résistance organisationnelle à agile. Et c'est ici que nous voyons l'intersection de trajets vers agile et dans agile. Si nous avons échoué dans la gestion des attentes des employés qui vont avoir une nouvelle relation par rapport au changement, nous devrions nous attendre à de la résistance par rapport à cela. Si nous avons échoué dans la gestion des attentes de nos directeurs, dans le sens qu'Agile est différent de ce à quoi ils sont habitués, nous pourrions nous attendre à la résistance. Dans beaucoup d'entreprises que nous rencontrons, nous voyons qu'ils font des investissements considérables pour des outils pour les experts travaillant en agile et ils n'arrivent pas à mener le reste de l'organisation vers cet état d'esprit agile, vers cet espace agile où nous comprenons que nous avons une nouvelle relation par rapport à la façon dont le changement se produit. Et quelles sont les plus grandes adaptations du change management pour Agile alors? Eh bien, on va surtout se focaliser sur le change management itératif. Nous devons maintenir notre focalisation sur le cœur de la méthodologie, certes, mais nous devons aussi être flexibles et nous adapter par rapport à d'autres éléments. Vous devrez être sûr que les éléments clés sont en place, mais ensuite, vous devrez être prêt à réagir, répondre et saisir les moments pour les interventions de change management. Ça nous oblige à être plus focalisés pour nous assurer que nous faisons les activités qui produisent le plus d'impact et le plus de bénéfices dans ce paysage changeant. Et c'est d'autant plus important en raison du rythme rapide d'Agile, la vitesse comme vous l'avez mentionné. Également, ce qui apparaît dans la recherche, que feriez-vous différemment la prochaine fois? De nouveau, nous voyons ici en numéro 1 l'intersection des trajets. Ce que les gens feraient différemment la prochaine fois dans un projet Agile est directement lié à la façon dont nous avons mené le changement vers Agile. Établissez clairement les rôles et les responsabilités au travers de l'organisation concernant ce que ça veut dire de faire partie d'un effort agile. Pas seulement notre product owner, pas seulement notre Scrum Master, pas seulement l'équipe de projet, pas seulement les experts, mais toute l'organisation. Nous devons développer la compréhension de l'ambiguïté, de la vitesse, des compromis, de la durée des cycles et de toutes ces choses que nous allons concrétiser dans ces efforts agiles. Donc pour chacun des 10 domaines de pratique, eh bien, nous avons donc l'étude des défis, des adaptations et aussi que faire différemment. Bon, les différents slides qu'on va parcourir ici sont un peu chargés. Je ne vais pas tout commenter, nous n'avons pas le temps pour ça. Je vais me focaliser uniquement sur les adaptations et les autres points seront abordés lors de la journée du 9 mars, journée entière sur ce sujet d'intersection de change management d'agile. Donc, je vais mettre en jaune fluo uniquement les points que je développe.
Donc ici, on voit en termes d'adaptation que lorsque les gens parlent d'adapter leur approche structurée de change management, ils se focalisent sur l'alignement avec la date de livraison des fonctionnalités et la variation en fonction des sprints. Ce que je veux dire par là, c'est que le change management doit devenir plus agile lorsqu'il est appliqué à agile. Mais ce que nous devons approfondir ici, c'est la considération de quand les releases vont avoir un impact tangible sur les collaborateurs et où. C'est seulement par ce niveau de compréhension de la situation que les change managers sont capables de soutenir non seulement l'équipe agile, mais aussi les collaborateurs concernés et les managers et les directeurs qui sont affectés par telle ou telle release. C'est en voyant clairement ce que le changement signifie réellement pour qui que nous pouvons être mieux préparés à le soutenir par notre travail de change management. L'autre domaine de pratique qui se rapporte à l'approche, c'est l'intégration du change management avec le project management. Également ici, on va voir en jaune fluo améliorer la communication et la collaboration entre les équipes de change management et project management. Oui, Agile en lui-même a une connexion forte avec les utilisateurs parce que nous déployons les choses très rapidement, nous collectons leur feedback, nous faisons en sorte qu'ils aident à définir les directions de développement. Ainsi, l'équipe de projet est déjà mieux connectée avec les gens qui sont concernés par le changement et, si je puis dire, la table est dressée. Et ce que nous devons faire alors, c'est avoir des intentions claires sur comment nous allons élever la collaboration et la communication des ressources de change management avec l'équipe de projet, l'équipe agile et tous ces rôles qui font de l'agile sur un projet. Donc, nous devons être connectés avec eux afin de comprendre comment ils travaillent et leur apporter les bonnes clés pour l'adoption et l'utilisation afin qu'ils intègrent le change management dans leur projet agile. Après donc approche et intégration, voyons maintenant comment ADKAR prend vie dans un projet agile. Puisqu'il y avait certains participants qui ont mentionné une plus faible compréhension du change management, je vais prendre une ou deux minutes pour présenter ADKAR. ADKAR représente les 5 blocs de construction pour le succès d'un changement individuel, que ce soit à la maison ou au travail, bien sûr. Alors, le changement commence par la prise de conscience du besoin de changer. Notez que ça ne signifie pas la prise de conscience que le changement se produit, ça signifie la prise de conscience du besoin de changer. Après la prise de conscience, vient la volonté de participer au changement et de le soutenir. C'est là que je prends la décision personnelle de monter à bord et d'en faire partie. Après la volonté, la connaissance sur comment changer. J'ai besoin de savoir que faire pendant le changement. J'ai besoin de savoir que faire après le changement. J'ai besoin de la connaissance nécessaire pour réussir ce trajet de changement spécifique. Trop souvent, nous sautons vers cet élément knowledge sans avoir suffisamment développé les éléments précédents, awareness et desire préalable. Après la connaissance, vient la capacité à mettre en œuvre les compétences et comportements nécessaires. C'est l'aptitude démontrée à faire mon travail différemment, tel que repris par l'initiative de changement. Je peux fonctionner dans les nouveaux processus, je peux utiliser les nouveaux outils, utiliser les nouveaux systèmes, afficher de nouveaux comportements, faire preuve d'un nouvel état d'esprit, remplir un nouveau rôle, être efficace dans la nouvelle structure hiérarchique. Je comprends le nouveau système d'évaluation de performance, etc. Les façons dont ce changement affecte mon travail quotidien, je peux leur faire prendre vie dans la façon dont je travaille. Et enfin, le renforcement consiste à soutenir le changement. C'est notre tendance physiologique, psychologique, naturelle à revenir à ce que nous avions l'habitude de faire. Nous devons donc être déterminés à faire tenir le changement. C'est comme ça que nous pérennisons le changement. Donc, en quelques mots, l'élément awareness, la prise de conscience, c'est répondre aux questions pourquoi maintenant et quels sont les risques si on ne change pas. Lorsqu'en tant qu'individu, j'ai la réponse à ces questions, je peux plus facilement développer ma compréhension interne du besoin de changer. L'élément desire, c'est à propos de ce que ça m'apporte à moi, les motivateurs personnels, les motivateurs organisationnels et comment ils se combinent pour m'amener à prendre ma décision personnelle de monter à bord. L'élément knowledge, ça nécessite du contexte, c'est-à-dire qu'il nécessite les éléments awareness et desire comme prérequis et il nécessite de savoir quoi faire pendant et après le changement. C'est un élément important pour faire prendre vie au changement en agile. Ability est lié à la taille des écarts entre connaissances et aptitudes. C'est les barrières, les inaptitudes, la pratique, le coaching par lequel je peux véritablement mettre le changement en œuvre. Et le renforcement, c'est les métriques, les mécanismes et le soutien pour garder le changement en place. Et la façon de savoir si nous réalisons ADKAR au niveau individuel,
c'est simplement si nous entendons les collaborateurs dire « Ah, je comprends pourquoi » ou ensuite « Ah, j'ai décidé de me mettre à appliquer ce changement et puis je sais comment le faire et puis je suis capable de le faire bien. Et enfin, oui, je continuerai à le faire, c'est devenu ma nouvelle habitude. » Donc voilà, donc ADKAR en quelques mots, mais maintenant on en vient à la question essentielle pour ce webinaire, c'est comment ADKAR soutient-il les transitions individuelles dans un environnement de changement incrémental, dans un environnement de type agile. Eh bien, donc dans une initiative agile, comment est-ce qu'ADKAR va soutenir ces transitions? Eh bien, pour moi, c'est une question de répartition de chaque élément du modèle ADKAR entre la partie supérieure que vous voyez ici, qui représente les facteurs au niveau du projet, et la partie inférieure qui représente les facteurs au niveau des sprints et des releases. Je vais prendre un exemple. L'exemple d'un nouveau système pour la prise de commande. Voilà. L'entreprise a décidé de mettre en place un nouveau système pour la prise de commande. On va commencer par la prise de conscience. Eh bien, la prise de conscience du besoin d'un nouveau système pour la prise de commande, eh bien, est-ce que ça doit se faire au niveau du projet ou au niveau d'un sprint spécifique? Eh bien, je pense résolument que ça doit se faire au niveau du projet. En ce qui concerne la volonté de participer au nouveau système de prise de commande, eh bien, c'est pratiquement au niveau du projet aussi. Bon, la question de la volonté de participer à des releases spécifiques peut se poser, bien sûr, mais la plus grande partie sera au niveau du système pour la prise des commandes, donc au niveau du projet. Par contre, pour knowledge et ability, eh bien, ça s'inverse. La connaissance de ce qu'il faut faire pendant et après telle ou telle release et l'aptitude à faire ce qui est demandé par ce release, ça se produit au niveau des releases. Et de façon cumulée, ça nous rendra capable d'utiliser le nouveau système, certes, mais c'est essentiellement au niveau des releases. Et enfin, le renforcement, pour moi, est réparti sur les deux niveaux. Donc, voilà donc à l'écran ce que ça représente visuellement. Représentons ADKAR dans un modèle en cascade, un modèle traditionnel. Pour étudier ça, on va commencer par le début du déploiement. Parce qu'au début du déploiement, qu'est-ce qu'on veut avoir obtenu? On veut que les collaborateurs aient atteint le niveau d'aptitude, le niveau ability. Ça va être un prérequis pour un changement réussi au niveau individuel. À partir de là, on peut remonter le cycle pour définir quand nous devons obtenir knowledge, desire et awareness. Et puis, comment je vais obtenir le renforcement par la suite. Ça, c'est le modèle ADKAR adapté à une approche traditionnelle en cascade. Regardons maintenant ce que ça signifie dans un environnement agile. Eh bien, au niveau du projet, je vais devoir commencer par créer les éléments awareness et desire pour ce nouveau système de prise de commande. Ensuite, knowledge et ability devront être alignés sur chaque release. Et j'obtiens ainsi des trajets ADKAR itératifs avec un peu d'awareness et de desire à chaque fois. Et je devrais certainement renforcer le changement sur chaque release, mais au niveau des releases, le focus reste sur knowledge et ability, et donc je devrais surtout renforcer le changement dans son ensemble. C'est le R en haut à la fin. Donc, ADKAR garde tout son sens, mais nous scindons le développement, les éléments d'ADKAR tout au long du projet et des releases et sprints. Et en fait, une chose extrêmement importante concernant le modèle ADKAR en environnement agile, c'est qu'il y a en fait 3 niveaux d'ADKAR. Je vais les introduire du plus petit au plus grand. Tout d'abord, je comprends pourquoi il faut ce release. J'ai décidé de participer à ce release. Je sais comment faire pour ce release. Ainsi, le plus bas niveau d'ADKAR se situe au niveau des releases. Mais j'ai certainement aussi ADKAR pour le projet lui-même. Je comprends pourquoi nous avons besoin d'un système de prise de commande. J'ai décidé de participer à ce nouveau système. Je sais ce qu'il faut faire pour utiliser ce système. Mais il y a un 3e niveau d'ADKAR. Et celui-là, il est à propos d'agile en tant qu'approche. Je comprends pourquoi nous utilisons une approche agile. J'ai décidé de participer dans cette approche agile. Je sais ce qu'il faut faire pour adopter l'approche agile. Ce sont les 3 trajets ADKAR imbriqués que les gens parcourent dans une entreprise lorsqu'on travaille en environnement agile. Voilà, nous avons parlé d'approche, nous avons parlé d'ADKAR et comment ADKAR prend vie dans un environnement agile. Et maintenant, nous allons aussi jeter un coup d'œil sur les 5 leviers du change management. Alors, ces 5 leviers, quels sont-ils?
Tout d'abord, la feuille de route. La feuille de route, elle met en évidence les actions spécifiques des directeurs pour être le visage et la voix du changement dans toute l'entreprise. C'est le modèle ABC que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Le plan de communication, c'est le levier qui assure que nous envoyons le bon message au bon public cible, au bon moment, venant du bon émetteur et via le bon canal. Le plan de coaching définit les interactions spécifiques entre les managers et les employés individuels qui doivent changer leur façon de travailler dans l'entreprise. Et pour ça, nous utilisons le modèle Clark. Le plan de formation définit comment nous développons les compétences nécessaires pendant et après le changement. Et le plan de gestion des résistances définit comment nous traiterons les résistances préventivement, proactivement et réactivement afin qu'elles ne compromettent pas le succès global de l'effort du changement. Ce sont donc les 5 leviers du change management et chacun de ces leviers est en lien avec des éléments de cadre. On peut parcourir ce tableau en procédant par colonne. Si je veux mener l'élément awareness, c'est-à-dire la prise de conscience du besoin de changement, j'ai besoin de sponsorship, communication et coaching. Ce sont les leviers qui m'aideront à mener awareness. Et si j'ai besoin de l'élément design, c'est-à-dire la volonté de changer, j'aurai besoin du sponsorship, du coaching et de la gestion des résistances. Si j'ai besoin de mener knowledge et ability, c'est-à-dire connaissance et aptitude, ce sera le coaching et la formation. Et quand j'en arrive à renforcer le changement, eh bien, j'utilise les bons leviers également. Voilà donc en quelques mots les 5 leviers. C'est la façon dont ils soutiennent le trajet ADKAR. Et voyons maintenant comment ces 5 leviers sont gérés et utilisés dans un projet agile. Eh bien, de nouveau, il va falloir scinder. Puis-je prendre chaque levier et le scinder entre le niveau projet en haut et le niveau release sprint en bas? Eh bien, par exemple, le sponsorship a tendance à être une activité au niveau du projet. Le sponsor, il va aider à créer l'élan et l'appropriation pour ce nouveau système de prise de commande. J'ai probablement besoin de sponsorship lors de chaque release, mais il est plus focalisé sur le niveau du projet. Communication, je dirais, c'est plutôt moitié-moitié. J'ai besoin de communication à la fois à propos de ce nouveau système de prise de commande, mais aussi de chaque release en particulier. Pour le coaching et la formation, là, ça va plutôt pencher vers le niveau release et sprint. Ils se produisent beaucoup plus aux différentes itérations. Et si j'ai besoin de renforcer le changement, eh bien, je le ferai aux 2 niveaux. Donc, nous allons encore le visualiser. Ici, en environnement traditionnel, en mode traditionnel en cascade, nous allons voir, vous reconnaissez le cycle, hein, planifier, découvrir, concevoir, développer, déployer, maintenir, et je mets en œuvre mon plan de communication, ma feuille de route de sponsor, mon plan de coaching, mon plan de formation, mon plan de gestion des résistances, en parallèle, tout au long du cycle de vie du projet. Mais en environnement agile, c'est différent. Oui, j'ai besoin d'un plan de communication, d'une feuille de route du sponsor et d'un plan de gestion de résistance au niveau du projet. Je vais élaborer ces 3 plans pour le nouveau système de prise de commande. Et ce travail de planning préliminaire va prendre vie au cours des différents sprints. Lors de chaque sprint ou release, j'ai des plans ciblés, focalisés, concis et précis pour les communications, le coaching, la formation et la gestion des résistances. Donc, nous avons pris les 5 leviers du change management et nous les avons donc scindés dans notre approche itérative. Maintenant que nous avons parcouru, nous avons une vue sur ces 5 leviers, j'aimerais encore vous poser une question supplémentaire. Donc, vous voyez ces 5 leviers à l'écran. Et la question est la suivante. Où voyez-vous le plus grand défi pour l'adaptation de ces 5 leviers au fonctionnement agile? Vous voyez ici les 5 leviers. D'après votre expérience, est-ce que vous aurez le plus grand défi dans l'adaptation de la feuille de route du sponsor, du plan de communication, du plan de coaching, du plan de formation ou du plan de gestion des résistances? Prenez donc quelques secondes. Eh bien, voyons les résultats que vous nous fournissez.
14% voient le plus grand défi à la feuille de route du sponsor, 14% également au plan de communication, 7% au plan de coaching, 17% au plan de formation et 55%, donc plus de la moitié des participants à ce webinaire, voient le plus grand défi dans l'adaptation du plan de gestion des résistances. Ah oui, et à vrai dire, je ne suis pas trop étonné et nous allons maintenant parcourir ces 5 leviers pour voir les adaptations que nous devrons y faire. Et nous terminerons donc par le plan de gestion des résistances. Alors, commençons donc. Premier levier, le sponsorship. Ici, de nouveau, on ne va pas tout parcourir, je vais juste me focaliser sur quelques adaptations. C'est lors du séminaire du 9 mars, du workshop du 9 mars, que nous couvrirons cela beaucoup plus en détail. Je vais juste me focaliser sur quelques-unes. Tout d'abord, l'implication du sponsor au travers de toutes les phases du projet. Bon, nous le savons bien, en change management, nous avons besoin de sponsors. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un sponsor qui se montre au début, puis qui se montre à la fin. Déjà, on ne peut pas avoir ça en mode cascade, mais c'est encore plus vrai dans un mode agile en raison de l'importance de chacune de ces itérations. La seconde adaptation que je veux mettre en évidence, c'est l'appropriation de l'état d'esprit agile. Les directeurs doivent adopter et démontrer l'état d'esprit d'agile. Ils doivent montrer à l'organisation que c'est la nouvelle façon dont nous allons faire les changements au sein de toute l'entreprise. Levier numéro 2, les communications. En termes de communication, nous savons que dans un environnement agile, nous courons le risque de causer une certaine saturation et fatigue chez les collaborateurs de par la répétition des communications. Donc, si nous ne gérons pas adéquatement la façon dont nous communiquons à propos du changement, nous ne ferons qu'amplifier ces défis de fatigue, saturation et stress à cause de la cadence des changements. Lorsque nous élaborons notre plan de communication, nous devons veiller tout particulièrement à sa précision. Nous devons avoir des communications tout au long du cycle de vie du projet, mais nous devons être sûrs de communiquer de façon très précise pour éviter la surcommunication qui apparaît comme défi numéro 1, comme vous le voyez dans la colonne de gauche. Levier numéro 3, le coaching. Le coaching est lié au rôle des chefs d'équipe. Les chefs d'équipe sont nos alliés les plus importants en contexte de changement, vous le savez certainement, que vous utilisiez une méthode en cascade ou agile. Mais c'est encore plus crucial dans une approche agile, car à chaque release qui a un impact concret sur les utilisateurs, l'intervention de ces chefs d'équipe va être déterminante. Ça signifie que nous devons les impliquer davantage tout au long des itérations et du cycle de vie du projet. Nous devons leur fournir les ressources qui leur permettent de jouer efficacement leur rôle et mener leurs collaborateurs au travers des releases agiles et tout ce processus et au travers de tout le processus de développement itératif. Nous ne pouvons pas nous attendre, juste parce que nous avons formé nos Scrum Masters et Product Owners, à ce que nos chefs d'équipe soient prêts à s'adapter à l'environnement agile. Nous devons les aider à accomplir cette transition et réaliser que c'est plus dur pour un chef d'équipe d'être impliqué dans un projet agile que dans un projet en cascade. C'est beaucoup plus sollicitant et le besoin de les garder connectés est beaucoup plus fréquent. Et à ce propos, j'adore le témoignage en bas d'écran ici. Je trouve que c'est une adaptation brillante d'un domaine de pratique du change management dans un environnement agile. Le levier suivant, c'est la formation. Alors ici aussi, il apparaît qu'il faut plus de préparation, plus de travail en amont pour être prêt à fournir des formations dans un environnement agile. Nous devons donc scinder nos formations en sections adaptées au release du produit, tel que décrit dans le témoignage également ici au bas de l'écran. Donc il faut être beaucoup plus réactif au fur et à mesure des formations à ce dont les gens ont besoin pour la connaissance de l'itération suivante. Et le 5e levier que vous semblez aimer, c'est celui de la gestion des résistances. Premier, pouvoir démystifier. Beaucoup de mythes ont commencé à émerger à propos d'Agile. Nous devons donc démystifier au moyen d'une gestion efficace des résistances. Nous devons les identifier et ensuite les traiter et nous focaliser sur les principaux résistants. La cadence rapide d'Agile signifie que nous devons avoir tout le monde à bord et ces principaux résistants peuvent avoir l'effet d'une encre qui empêche d'avancer, mais ils peuvent aussi accélérer le progrès si nous les impliquons plus efficacement.
Voilà, nous avons vu l'adaptation de l'approche, l'adaptation d'Adcar et l'adaptation des 5 leviers. Et il nous reste maintenant à vous présenter quelques éléments de réflexion sur l'adaptation des rôles. Et puis nous passerons à vos questions. Les rôles. Tout d'abord, nos directeurs doivent sponsoriser efficacement le changement en jouant les rôles repris dans ce modèle qui s'appelle ABC. Les change managers apportent la structure du volet humain du changement et ils facilitent le travail des autres rôles clés pour le changement. Les équipes de projet conçoivent et développent les solutions en ayant l'adoption et l'utilisation de l'esprit, bien sûr, de telle sorte que le volet humain du changement est géré dès le début et tout au long du développement de la solution. Les managers soutiennent efficacement les collaborateurs au travers du changement en jouant leurs 5 rôles clés, que sont Clark. Et enfin, les collaborateurs sont ceux qui s'engagent et utilisent le changement. Et nous devons vraiment faire en sorte qu'ils s'orientent vers le changement plutôt que contre le changement. C'est ainsi que nous obtenons une organisation tournée vers le changement. Et quelles sont les différences maintenant concernant ces rôles en agile? Bien, nos sponsors, nos directeurs, ils ont un rôle dual, je veux dire. Ils ne sponsorisent pas uniquement l'effort, le système de prise de commande, mais ils sponsorisent aussi Agile en tant que tel. C'est crucial quand on parle de mettre en œuvre Agile en tant que système pour l'organisation. Ils doivent être plus précis et plus efficients dans leur contribution en tant que sponsor du changement. Nos change managers, ils doivent être plus précis et plus efficients dans leur contribution en tant que sponsor du changement, comme on a vu. Les change managers doivent être prêts à pivoter, à varier, à s'ajuster aux besoins des phases spécifiques, de comprendre et d'être vraiment parfum de l'impact concret sur les employés par telle ou telle release. Et ensuite de soutenir l'effort au moyen de bons leviers dans leur boîte à outils pour aider les gens à aller au travers de la transition. L'équipe de projet a besoin plus de collaboration et d'autonomie. C'est intéressant et c'est même, je dirais, presque paradoxal. Nous avons besoin de travailler séparément de façon plus efficace, simplement pour des raisons d'efficacité, mais aussi de nous réunir, de nous tenir informés et nous réunir lorsque c'est nécessaire. Donc c'est à la fois plus de collaboration, mais aussi d'autonomie. Il est crucial d'impliquer les managers. Souvenez-vous de rester mieux connectés avec eux, en face à face, lors de chaque sprint. Tenez-les informés de ce qui se passe et fournissez-leur aussi les éléments knowledge et ability à propos d'Agile lui-même. Nous devons aider nos managers à être prêts à participer avec succès dans le projet Agile parce que l'impact sur eux sera différent de ce qu'il est dans une approche traditionnelle en cascade. Pour les collaborateurs, voici également un paradoxe intéressant. C'est une implication accrue, mais moins formelle. Parfois, nous restons collés à des protocoles fixes, des enquêtes trimestrielles, par exemple, des choses comme ça. Eh bien, en Agile, ça ne marche pas. En Agile, nous devons nous connecter à eux beaucoup plus fréquemment, mais nous devons le faire de façon moins formelle. Ça demande de la créativité de notre part en tant que change manager. Et enfin, nous avons les professionnels d'Agile. Ce sont eux qui appliquent l'approche itérative et qui impliquent aussi tous les autres rôles dans Agile. En guise de conclusion, revoyons ce que nous avons couvert. Nous avons vu les fondements d'Agile et du change management. Nous avons parlé de leurs perspectives communes et nous avons vu que le volet humain du changement, point d'attention du change management, reste d'application dans nos efforts agiles. Nous avons exploré les éléments de la recherche sur le change management en Agile et ensuite nous avons regardé 4 dimensions d'intégration. Comment nous adaptons notre approche, comment nous adaptons Adcar, comment nous adaptons les 5 leviers et comment nous adaptons les rôles de change management. Considérant la cadence du changement, tant le change management qu'Agile seront essentiels pour le succès lorsque nous tentons de nous adapter aux pressions intérieures et aux déclenchements extérieurs permanents. Et donc, j'espère que ce webinaire aura été utile pour vous fournir une vue claire sur l'intégration de ces 2 disciplines. Merci Vincent, merci pour cette heure passée à traiter ce sujet. Donc, n'hésitez pas maintenant à poser vos questions. On en a déjà reçu un certain nombre pendant le webinaire, donc dans l'onglet Converser ou bien dans l'onglet Questions et réponses. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant, nous allons y répondre. Et Vincent, j'ai déjà une première question pour toi, à savoir, qui devrait être le sponsor d'une transition vers
agile? Excellente question. Excellente question. Et je vois bien ce qu'il y a derrière cette question. Ça doit probablement être du vécu et cela vient également, je dirais, de la genèse d'Agile. Agile, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient du développement IT. Et ça a souvent été le département informatique qui a voulu pousser l'organisation vers de l'agile. Et on a souvent vu des CIO, Chief Information Officer, ou je veux dire des directeurs IT, qui sont le grand sponsor du développement agile. Oui, pourquoi pas, mais ce n'est pas la seule possibilité et aussi ce n'est peut-être pas la meilleure. Puisque, comme on l'a vu, pour faire réussir Agile, il s'agit que toute l'organisation fonctionne en Agile. Et ce n'est peut-être pas le directeur informatique qui a toute l'autorité et l'influence nécessaire pour cela. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui évoluent vers Agile et qui prennent pour sponsor quelqu'un au niveau du comité de direction. Si je pense me souvenir que dans la recherche de ProSci, c'était même la réponse la plus fréquente, que leur sponsor était soit le vice-président d'un département ou un équivalent au niveau du comité de direction. Et j'aurais tendance à recommander cette approche-là, puisque Agile, même si cela vient de l'IT au départ, c'est quelque chose qui doit se faire au niveau de l'organisation, donc dans les lignes métiers. Ok, merci. Une autre question, un passage en Agile est-il un projet de transformation à part entière? Excellente question et la réponse est résolument oui. Résolument oui, c'est un projet de transformation qui se fait, comme on vient de le dire, au niveau de toute l'entreprise, pas seulement les développeurs, mais également les utilisateurs. Et c'est pas seulement un changement de processus ou de procédure, c'est un changement de mentalité. Donc, j'irais même jusqu'à dire que c'est un changement culturel de l'entreprise. Je dirais les normes de fonctionnement en environnement en cascade, waterfall, c'est oui, nous allons dire aux informaticiens ce que nous voulons avoir, nous allons attendre autant de semaines, voire de mois, et puis après, nous verrons le résultat. Et les utilisateurs sont parfois bien confortablement installés dans ce mode de fonctionnement, sachant, là je vais peut-être un peu ironique, que si de toute façon ce qui arrive ne correspond pas à ce dont ils avaient besoin, ce ne sera pas leur faute, ce sera la faute de l'informatique. Lorsqu'on veut fonctionner en mode agile, c'est un changement culturel assez fondamental. Ça veut dire que les utilisateurs doivent en permanence être connectés avec les fournisseurs de la solution et en permanence leur fournir le feedback pour rectifier le tir. Ils prennent donc une part importante dans la responsabilité du succès du développement. Et déjà, il y a l'aspect responsabilité et il y a également l'aspect que cela va leur demander pas mal d'implications et de temps. Et s'ils ne sont pas dans ce mode, dans cet état d'esprit, dans cette culture agile, eh bien, tout simplement, ça ne fonctionnera pas. Donc, oui, par rapport à cette question, la réponse est résolument oui. C'est une transformation culturelle. Ok, une autre question ici. Quels sont les plus grands obstacles d'une transition vers Agile? Les plus grands obstacles d'une transition vers Agile. Je vais encore me reconnecter avec ce que je viens de signaler. Vous devez vous attendre à des réactions très difficiles de la part de beaucoup de rôles différents. Par exemple, une chose que vous allez observer très très régulièrement, c'est de la résistance verbalisée. Dans toutes les réunions, vous allez avoir beaucoup de personnes qui expriment énormément de frustration, qui vont très souvent questionner, émettre leurs doutes par rapport aux bénéfices d'Agile. Vous allez entendre beaucoup de plaintes. Tout cela est essentiellement causé par l'aspect incertain d'Agile. Les gens sont habitués
à ce qu'on définisse bien, qu'on leur présente bien, voilà l'état futur d'un tel projet, c'est là que nous allons. Et puis, ils commencent à entendre, nous ne savons pas encore clairement quel est l'état futur, nous le découvrirons sur le chemin. Là, cela va poser énormément d'obstacles de type de résistance des différentes personnes impliquées. Beaucoup de personnes vont carrément refuser de se mettre à fonctionner en agile. Certaines personnes vont même utiliser leur énergie contre le développement agile, vont aller, comment dire, noircir le tableau concernant Agile pour s'accrocher à leur ancienne façon de travailler. D'autres difficultés, ici j'ai décrit ceux qui peuvent être particulièrement de mauvaise volonté, mais vous allez également avoir les personnes qui sont de meilleure volonté, mais qui ne vont pas pouvoir vraiment appliquer Agile parce que la connaissance de fonctionnement d'Agile n'est pas si simple. Vous savez, c'est toujours dit en quelques mots, voilà, on met les développeurs et les utilisateurs ensemble et ils discutent et ils fournissent le feedback. Mais en termes de méthode, c'est quand même plus subtil que cela. Et là, il y a souvent des difficultés de mise en place d'Agile de par ces difficultés d'application. Je mettrai ces deux éléments-là en avant comme grands obstacles d'application d'Agile. Ok. Encore une autre question. Cette méthodologie semble adaptée aux grosses structures. Quid des petites structures qui cherchent à développer des produits ou des services de manière différente? Excellente question, merci de me l'avoir posée. Et là, je peux répondre de façon catégorique. Cette méthodologie, ce qui a rendu cette méthodologie si populaire qu'elle est déjà depuis des années maintenant numéro 1 en termes de méthode au niveau mondial, c'est justement au contraire, c'est qu'elle est adaptable à tout changement. J'ai décrit très brièvement le modèle ADKAR. Essayez-le à la maison, essayez-le avec vos enfants. Vous allez voir, ça marche, c'est vachement efficace. Vous êtes dans une toute petite structure, une petite entreprise et vous devez mener des changements, eh bien, ce modèle fonctionne parfaitement. Vous êtes dans des grosses entreprises multinationales d'une centaine de milliers de collaborateurs, eh bien, ça marchera aussi. Et j'ai déjà eu le plaisir d'aider des centaines de personnes à utiliser la méthodologie dans des petites, moyennes et grandes entreprises. Et là, je peux vraiment vous rassurer, dans une toute petite structure, cette méthode est parfaitement adaptée. Ok, une autre question dans le même sens, peut-être plus avoir ton avis par rapport à ça. On entend parfois qu'il n'est pas nécessaire de faire du change management avec Agile, car lorsque l'approche est déployée dans les organisations, elle se fait par les managers dans leurs équipes, et ça se fait de manière itérative et ils intègrent automatiquement le change dedans. En effet, ça peut fonctionner comme ça si les chefs d'équipe sont eux-mêmes totalement ouverts et compétents en fonctionnement agile. Et c'est souvent cette condition-là qui peut poser problème pour plusieurs raisons. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ça demande un type de fonctionnement très, très différent. Et il y a aussi une autre raison, c'est que le fait de fonctionner en agile ne va pas tellement convenir aux managers de proximité parce que le fonctionnement en agile va solliciter leurs ressources de façon beaucoup plus régulière, beaucoup plus intensive, à un rythme beaucoup plus rapide. Donc, ce qu'on observe très souvent, c'est que justement, les managers eux-mêmes résistent à une migration vers Agile. À la fois pour des raisons de protéger leurs propres ressources par rapport à cette charge de travail et également souvent à cause d'un manque de compréhension de la valeur ajoutée d'Agile. Donc, j'ai tendance à dire oui, si les managers sont tout à fait au parfum par rapport à Agile et tout à fait acheteurs de cela et tout à fait supporters d'une telle approche, ça va énormément faciliter les choses. Malheureusement, c'est rarement le cas. Et puis aussi, je tiens à préciser que faire réussir une transformation culturelle telle que Agile, ça ne se fait pas que avec les managers de proximité, ça se fait également en priorité avec le haut de la hiérarchie, avec les principaux sponsors et les directeurs. Si eux-mêmes ne sont pas de véritables moteurs d'Agile,
eh bien, j'ai tendance à penser que le fonctionnement agile ne marchera pas. Ok, encore une dernière question. Doit-on donc prévoir différentes stratégies de change management en fonction des itérations? Hmm, je vais nuancer. Ce qu'il y a derrière cette excellente question est tout à fait correct, à savoir que à chaque itération, en effet, il faut être prêt à revoir son approche, à changer la voilure de l'équipe de change management, à reconsidérer la façon dont on donne les formations, à reconsidérer la façon dont on communique, à revoir, à faire revivre les plans. Oui, à chaque itération. Par contre, là où je tique un petit peu par rapport à cette question, c'est quand j'entends le mot stratégie. Toutes ces itérations, ces changements concernant les différents releases, je n'appelle pas ça des changements de stratégie. Je pense qu'il est utile au départ, de par la nécessité d'une approche structurée en change management, que ce soit en cascade ou en agile, d'avoir au départ une stratégie. Donc, cette stratégie, elle est là en début de projet, mais il est vrai que cette stratégie devra inclure une versatilité des plans et des différents leviers de change management tout au long des releases. Ok, merci beaucoup Vincent. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, évidemment, n'hésitez pas, nos adresses email sont sur votre écran. Nous ferons évidemment un plaisir d'y répondre. En espérant vous voir nombreux et nombreuses le 9 mars, on vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et un bon week-end.